Ouais, donc merci Sylvain. Donc oui, donc je vais vous parler de Virgo et de la détection des ondes gravitationnelles qui est aussi une expérience d'optique quantique. Donc oui, Sylvain a dit, donc je fais partie de l'équipe optomécanique et mesures quantiques là, du labo Kessler-Rossel où on a historiquement beaucoup d'expérience avec de la lumière laser et des résonateurs micromécaniques, donc effectivement un pilier en quartz qui nous a occupé, fabriqué à l'ONERA, et qui nous a occupé pendant trop longtemps parce qu'on a eu beaucoup de soucis pour l'intégrer à la partie optique. En fait, la partie mécanique, ça a été réglé, mais ça intégré à une cavité cryogénique, enfin bon, c'était. Donc je vais vous parler plutôt, je vais vous parler un tout petit peu de la micromécanique, mais surtout de notre participation à la collaboration Virgo. Donc Virgo, vous avez une photo, c'est la plus jolie photo, je crois qu'on a réussi à faire. Donc c'est un interféromètre de Michelson avec deux bras de 3 km, vous voyez, donc le bras ouest, là, il part vers donc c'est à côté de Pise, il part vers la mer. Donc dans notre équipe, à part moi, il y a 4 permanents. J'ai mis Tristan Briand, Samuel Deléglise, Antoine Edman, qui est le directeur du labo, et Thibaut Jacquemin. Et puis ce dont je vais vous parler, alors je vais vous parler de pas mal de choses qui n'ont pas été faites par nous, ou pas que nous en tout cas. Et dans notre équipe, on a eu beaucoup travaillé avec Sean Chua, qui est un postdoc australien qui est resté 5 ans et demi chez nous et qui est reparti depuis. En février 2020, il a bien choisi son moment pour repartir, parce que ça aurait été compliqué. Et puis c'est le travail de thèse de Michael Croquette et Pierre-Édouard Jacquin. Alors, juste une introduction. Donc, l'optomécanique, qu'est-ce que c'est? C'est le couplage en fait entre le mouvement mécanique d'un objet, d'un résonateur, qui est utilisé aussi comme miroir, et puis la lumière par l'intermédiaire de la pression de radiation dans une cavité optique ou micro-ondes. Nous, on est surtout dans le domaine optique, mais ça existe aussi dans le domaine micro-ondes. Et il y a plusieurs aspects à ça. Il y a d'abord le côté limite quantique dans les mesures de déplacement. Donc, votre résonateur mécanique qui se déplace pour X raisons, un capteur ou un interféromètre gravitationnel. Et la question, c'est quand on tient compte des fluctuations quantiques de la lumière, qu'est-ce qu'il y a comme limite au déplacement? Donc c'est surtout de ça dont je vais parler. Mais il y a aussi un autre volet qui nous a beaucoup occupé, c'est la physique quantique du résonateur. Donc là, l'objet vraiment d'étude, c'est le résonateur mécanique, c'est un oscillateur harmonique, donc c'est un oscillateur harmonique quantique. Et donc on peut envisager, et c'est ce qu'on a démontré il y a un certain temps, de le refroidir par laser, un peu comme les ions piégés. Et puis du coup, on peut essayer de voir son comportement quand il est près de son état quantique fondamental tous les travaux sur la transition entre quand il est régi par la mécanique classique, quand il est régi par la mécanique quantique, etc. Et puis il y a des applications sur lesquelles on travaille un petit peu à l'information quantique. Enfin, il y a beaucoup d'applications, mais nous, on travaille assez peu là-dessus. Donc moi, je vais surtout vous parler des limites quantiques dans les mesures de déplacement, et notamment pour les interféromètres gravitationnels. Alors pourquoi la lumière laser, ça joue un rôle dans les interféromètres gravitationnels? Parce que les mesures interférométriques, c'est quelque chose qui est incroyablement sensible, notamment au déplacement. Là, je vous ai mis une expérience en fait, qui date de 2004, qui est une expérience en fait, où l'équipe de Dan Ruger à IBM en Californie a pour la première fois fait une expérience de résonance magnétique d'un spin électronique, que vous voyez là sur le... Et en fait, l'originalité de cette expérience, c'est qu'en fait, la résonance était sondée de façon mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une micro-onde qu'on voit là-bas qui excite cette résonance. Et quand elle est excitée, le spin électronique a tendance à basculer. Et faisant ça, en fait, il applique une force sur un petit échantillon magnétique qu'on voit collé là, en bleu là, au cantilever. Et donc cette force appliquée au cantilever, le cantilever étant extrêmement flexible, vous voyez les dimensions typiques, c'est quelques centaines de nanomètres de large et peut-être 100 microns de long. C'est quelque chose de très flexible. Donc cette force, en fait, elle crée un déplacement suffisant de l'ordre de l'angstrom qui est détecté avec un interféromètre de Michelson. Enfin, en gros, il y a de la lumière, c'est vraiment une source laser très basique, envoyée dans une fibre optique. Il y a un bout de la lumière qui est réfléchi à l'extrémité de la fibre optique et qui interfère avec la lumière qui, elle, va jusqu'au cantilever, et ça fait une interférence à 2 ondes. C'est une très très belle expérience, mais d'un point de vue optique, c'est extrêmement basique. Mais bon, ils ont quand même une sensibilité, ils avaient à l'époque une sensibilité de l'ordre de 10-10 mètres, et ça leur suffisait pour voir la résonance magnétique d'un spin électronique unique. Voilà. Alors maintenant, donc ça c'est 10-10 mètres, c'est déjà une très belle sensibilité, mais quand on regarde pour les ondes gravitationnelles, qu'est-ce qu'il faut comme sensibilité? Donc les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que ça crée partout dans l'univers, mais notamment sur Terre quand on veut les détecter? Donc c'est un déplacement
qui est typiquement proportionnel à la taille de l'objet dont on mesure les variations de longueur. Donc c'est pour ça que les interféromètres gravitationnels, c'est des Michelson kilométriques. Et si on pouvait faire encore plus grand, on ferait encore plus grand, mais il y a pas mal de contraintes. Et le rapport de proportionnalité, c'est l'amplitude de l'onde gravitationnelle, H. Et typiquement, ce H, pour deux trous noirs à 10 mégaparsecs, enfin ça fait 30 millions d'années-lumière, ça fait un H de l'ordre de 10-20. Donc ça veut dire que pour ce système qui est extrêmement optimiste, trouver deux trous noirs à cette distance-là, enfin pour l'instant en tout cas on n'en a jamais trouvé, ça veut dire qu'on va mesurer 10-20 fois la longueur qui est de l'ordre de 10 puissance 3, donc on va mesurer une différence de longueur de l'ordre de 10-17 mètres. Donc c'est quand même cet ordre de grandeur. Et en pratique, l'objectif, c'est plutôt de mesurer 10-20 ou 10-20 ou 10-21 mètres pour avoir la range. Voilà, donc du coup, parce qu'en plus, bon, les ondes gravitationnelles, elles ont le mauvais goût de durer très très peu de temps. Donc mesurer 10-20 mètres, ça veut dire avoir une sensibilité de l'ordre plutôt de 10-22 par racine de Hertz pour pouvoir mesurer ça pendant quelques dizaines et encore de millisecondes. Voilà, donc ça c'est un objectif qui est connu depuis un certain temps, l'amplitude des ondes gravitationnelles. Et donc depuis les années 70, il y a eu, je pense que maintenant tout le monde connaît cette histoire, des interféromètres, donc initialement LIGO et Virgo, il a fallu 40 ans pour les construire. Donc mon exposé c'est en deux parties, donc d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a fallu faire pour concevoir ces interféromètres et arriver au fait qu'aujourd'hui on est essentiellement limité, ou on sera bientôt essentiellement limité par les fluctuations quantiques de la lumière. Et donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça sera qu'est-ce qu'on peut faire sur les fluctuations quantiques de la lumière pour faire encore. Voilà, donc je vous ai dit, les interféromètres gravitationnels, à la base c'est des interféromètres de Michelson. L'idée c'est on envoie une source laser dans deux bras, donc les plus grands, les plus longs possibles, et puis on mesure l'interférence, et l'idée c'est que l'onde gravitationnelle, alors elle a le bon goût de modifier les longueurs, et de modifier les longueurs avec un signe opposé dans deux bras perpendiculaires. C'est lié à la nature quadrupolaire de l'onde gravitationnelle. Donc du coup ça fait vraiment, il y a opposition de phase entre les deux bras, donc c'est exactement ce qu'il faut pour donner un signal dans un Michelson. C'est pour ça que le Michelson est assez adapté. Donc comment est-ce qu'on fait pour optimiser le rapport signal à bruit? Bon, c'est pas très original, c'est soit on augmente le signal, soit on réduit le bruit. Idéalement on annule le bruit, ou on soustrait le bruit, enfin tout ce genre de piste. Voilà. Donc typiquement, pour augmenter le signal, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous ai dit qu'on a intérêt à avoir les bras les plus longs possibles. Bon, ça on comprend bien, plus c'est long, plus ça fait un effet important en delta L. Et en fait, assez vite, on se rend compte qu'on est limité à 3-4 km pour plein de raisons. Bon, d'abord, il y a le coût, évidemment. Tout ça, c'est dans des enceintes à vide qu'il faut construire, qu'il faut pomper, donc il faut faire la maintenance, donc c'est quand même un problème. Il y a aussi d'autres contraintes, qui est que le faisceau laser, il subit de la diffraction. Donc garder une taille raisonnable du faisceau laser le long d'un bras de plusieurs kilomètres, c'est pas évident. Pour vous donner une idée, donc Virgo, c'est 3 km de long. Le faisceau laser, il fait à peu près 3-4 cm sur les deux miroirs. Donc ça impose que le miroir il ait une dimension transverse typiquement de 35 cm. Et comme en plus il faut qu'il soit d'excellente qualité, ça pose pas mal de contraintes de faire des miroirs de ces dimensions-là. Donc du coup en pratique on est effectivement limité à 3-4 km, donc il y a des tas de contraintes. La courbure de la Terre, ça fait que si on fait ça en surface, au bout de 3-4 km on est déjà un peu au-dessus. Donc on est limité à 3-4 km, et donc en fait il y a une astuce pour faire mieux, c'est tout simplement de ne pas faire juste un interféromètre de Michelson, mais de mettre des bras, des cavités Fabry-Pérot dans chacun des bras. Et du coup, alors ça complexifie pas mal la chose, parce qu'il faut que ces cavités Fabry-Pérot, il faut qu'elles soient résonantes, donc il faut les contrôler pour qu'elles restent en permanence en résonance. Mais par contre, ça permet de multiplier la longueur par en gros la finesse de la cavité. Et dans Virgo première génération, c'était 50, donc on avait déjà un gain important. Et dans Advanced Virgo, qui n'est pas en fonctionnant en ce moment parce qu'on est en phase d'amélioration, mais quand ça fonctionnait, et quand ça refonctionnera à la fin de l'année, c'est 440. Donc on gagne quand même un facteur 440. Voilà, et puis il y a une autre chose qu'on fait, en fait, c'est pour de nombreuses raisons. En fait, l'interféromètre, il n'est pas du tout réglé au milieu de la frange, a priori là où on a le plus de signal, parce que la pente, elle est maximale. En fait, il est réglé sur une frange sombre, au voisinage, alors pas exactement sur la frange sombre,
Donc ça veut dire qu'en fonctionnement, quand il n'y a pas d'onde gravitationnelle, il y a très peu de lumière qui arrive sur la photodiode de détection. Pour vous donner une idée, là, la source laser, elle fait, bon, alors, elle fait différentes versions. Aujourd'hui, elle fait quelque chose comme 40 watts. Et on se règle et on n'a que typiquement 60 milliwatts qui arrivent sur la photodiode de détection. Donc on est quasiment sur une frange sombre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel de la lumière, enfin la lumière qui n'est pas perdue dans l'interféromètre, elle est réfléchie. Et donc elle retourne vers la source laser. Et une des inventions majeures qui a permis de fabriquer ça, c'est dû à Ron Drever, qui a eu la chance de voir la détection de gravitationnelle et qui est mort juste après. Il n'a pas eu le prix Nobel, mais bon, il a réalisé que si la lumière est retournée vers le laser, on pouvait envisager de... En fait l'interféromètre, quand il est réglé sur une frange sombre, il se comporte plus ou moins comme un miroir. Et donc, en fait, on pouvait placer un miroir, qui s'appelle un miroir de recyclage de puissance, pour renvoyer la lumière dans l'interféromètre et, en fait, augmenter la puissance laser disponible. Donc ça veut dire que le miroir PR, la Power Recycling que j'ai indiqué, alors il faut le positionner finement, puisqu'il faut que la lumière qui est réfléchie par l'interféromètre soit en phase avec la lumière qui sort de la source laser. Donc en fait, il faut que cette espèce de cavité composite, elle soit résonante. Et si on fait ça, on peut encore gagner un facteur important, et en fait ça augmente la puissance disponible par un facteur de l'ordre de quelques dizaines. Là je vous ai mis à l'époque où c'était 20 watts la source laser, ça faisait plus ou moins l'équivalent de 1 kW de puissance laser. Donc il faut quand même imaginer 1 kW multiplié par la finesse des cavités de l'ordre de 440, donc ça fait quelque chose de l'ordre de plusieurs centaines de kilowatts dans les bras. Hein. C'est quand même une puissance lumineuse considérable. Donc ça ne vous surprendra pas si je vous dis que par exemple, un des gros problèmes qu'on a en ce moment, et pour la raison pour laquelle on n'utilise pas plus de 40 ou 50 watts, alors que les lasers peuvent délivrer plus, c'est qu'on a des problèmes d'absorption dans les miroirs d'entrée des cavités qui ont tendance à déformer les miroirs et à changer les rayons de courbure. Bon voilà, donc c'est une longue histoire. Donc augmenter le signal, très bien. Et aussi, si on a une très bonne sensibilité au déplacement, il faut aussi s'assurer que le déplacement qu'on détecte, c'est vraiment dû à une onde gravitationnelle et c'est pas dû, par exemple, aux vibrations du sol. Et donc c'est la raison pour laquelle les miroirs des interféromètres, donc qui sont représentés là tout en bas de ce dessin, en fait ils sont suspendus à toute une chaîne d'atténuateurs. Donc le principe c'est quoi? C'est juste un pendule. Ce pendule a une fréquence de résonance donc, typiquement de l'ordre du Hertz. Et donc comme on s'intéresse aux signaux qui ont des fréquences supérieures à 10 Hertz, les vibrations du sol là, que vous voyez représentées par des flèches rouges là, ici, elles montent éventuellement le long de la structure, donc elles sont présentes tout au long de la structure, mais comme elles sont, celles qui nous intéressent, celles qui nous embêtent en fait, elles sont à des fréquences supérieures à 10 Hertz, et bien toutes celles-là, elles sont filtrées par un facteur au moins 100 par le pendule qui a une fréquence de résonance de l'ordre de 1 Hertz. Hein, il y a un facteur 1 sur f carré. Et comme on veut passer de vibrations typiques de 10-6 mètres à 10-20 mètres, il ne faut pas gagner 2 ordres de grandeur, mais 14 ordres de grandeur. Et donc c'est pour ça qu'il y a 7 étages successifs de suspension. Donc on voit là, c'est une photo que j'ai prise il y a longtemps dans la tour, quand on pouvait encore rentrer dans la tour. Donc vous voyez, on voit effectivement les différents étages de suspension. Et tout ça, ça permet de s'assurer que le miroir de l'interféromètre, s'il bouge, c'est pas les vibrations sismiques qui peuvent limiter la sensibilité. Et ça, c'était une des grandes forces de Virgo par rapport, par exemple, à LIGO pour la première génération vers 2010. LIGO avait une meilleure sensibilité sur l'essentiel de la bande de fréquence, excepté à basse fréquence, où eux, ils avaient effectivement une isolation sismique beaucoup plus rudimentaire, et avec seulement 2 étages, et puis en fait, c'était beaucoup basé sur un système d'asservissement. Et du coup, on avait une bien meilleure sensibilité à basse fréquence. Voilà, bon, alors évidemment, il y a plein de bruits qui interviennent. Je pense que je pourrais faire 5 exposés. Bon, je ne suis pas le mieux placé en plus pour les faire, mais on pourrait passer vraiment beaucoup de temps. Donc le bilan de Virgo, disons vers 2010, la sensibilité donc ici en par racine de Hertz là. Donc l'objectif, je vous ai dit, c'était à peu près d'arriver à 10-22. Et qu'est-ce qui limite la sensibilité? C'est essentiellement à très basse fréquence. Alors c'est vraiment à très basse parce que vous voyez qu'en pratique, nous, ce qu'on envisage, c'est plutôt des détections gravitationnelles à partir de 10 Hertz. Hein. Donc, mais bon, à très basse fréquence, c'est le bruit sismique.
Donc il y a une pente très très forte comme ça qui est en 1 sur F à la, 1 sur F à la puissance 14. D'accord. Même en log-log, ça fait... voilà. Après, ce qui limite, c'est le bruit thermique des suspensions des miroirs, donc des fils, le fait que le miroir il se balance au bout de ces suspensions. Ici, vous devez avoir une résonance du truc. Il y a un plancher, quasiment un plancher de bruit vers 100 Hz, qui est le bruit thermique des miroirs. Donc quand je dis le bruit thermique des miroirs, c'est vraiment le substrat des miroirs qui se déforme comme un gong. Là, vous avez mis un mode de vibration typique. D'accord. Donc ça, c'est des modes de résonance qui sont typiquement de l'ordre qui commencent à 7 kHz. Là, vous avez le premier pic qui est là, puis il y en a plein à plus haute fréquence. Mais tout ça, il y a un bruit thermique résiduel à basse fréquence lié à ces modes qui fait un plancher ici autour de 100 Hz. Ici, vous avez tous les petits pics qui s'accumulent à partir de 300 Hz. C'est les modes violons des fils de suspension du miroir. Alors, qui sont pas très, en fait, qui font moche sur la courbe, mais qui sont pas gênants parce qu'ils sont tellement fins que, en pratique, ils jouent un rôle négligeable. Et puis la dernière chose qui nous intéressera plus tout à l'heure, c'est le bruit quantique de la lumière, j'en reparlerai, qui devient prédominant à partir de qui était à l'époque prédominant autour de 400 Hz et puis qui monte comme ça. Alors je précise tout de suite, comme ça je n'aurais pas le dire tout à l'heure, le bruit quantique en fait à la base il est blanc, et si la sensibilité elle remonte comme ça, c'est simplement dû au fait que le signal lui, il est filtré par les cavités, parce que ces cavités comme elles ont une bande passante, en fait elles se comportent comme des filtres du premier ordre, et du coup il y a un filtrage du premier ordre qui du coup fait cette remontée ici. Et le bruit quantique lui-même il est alors, donc ça c'était Virgo jusqu'en 2010. Donc il y a eu plusieurs runs scientifiques parallèlement avec LIGO et on n'a pas détecté d'ondes gravitationnelles, même si en septembre 2010 à un moment on a cru, mais en fait non. Mais bon, c'était relativement attendu, c'était une première génération et on savait que c'était limite au point de vue de sensibilité. Donc après il y a eu des grands travaux d'amélioration et on est passé à Advanced Virgo. Donc Advanced Virgo parallèlement à Advanced LIGO. Donc Advanced LIGO, ils ont été opérationnels à partir de 2015. Je pense qu'on a entendu parler, la première détection. Nous on était opérationnels à partir de 2017. Donc bon, alors c'est toujours la même infrastructure, donc c'est toujours à 3 km. Simplement la finesse qui était 50, elle est devenue, alors d'abord elle était 285, maintenant c'est 440. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a augmenté la puissance. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une puissance disponible supérieure à 100 watts. Alors même si on ne l'utilise pas encore parce qu'il y a un certain nombre de problèmes à résoudre qu'on n'arrive pas encore à bien résoudre. Et puis, alors c'est pas depuis 2017, mais ça sera à partir de fin 2022. Ici, il y a un miroir supplémentaire qui s'appelle un miroir de recyclage du signal et qui est, en fait, c'est de la même façon que l'interféromètre, il se comportait comme un miroir, donc on mettait un miroir de recyclage de la puissance devant. Mais en fait, tout ça, l'interféromètre avec le recyclage de la puissance, se comporte aussi comme un miroir du point de vue de l'arrière. Et donc on peut envisager de mettre un autre miroir pour faire une résonance supplémentaire et amplifier le signal. Bon, c'est un peu technique, mais pour vous donner une idée. Donc, et ça fait un gain supplémentaire qui améliore beaucoup la sensibilité. Et puis en sortie, il y a ce qu'on appelle des output mode cleaner, donc c'est ces cavités en fait qui suppriment du faisceau laser tous les trucs moches liés aux défauts. Donc c'est essentiellement le fait que le faisceau en sortie c'est plus du tout un TEM00, il y a quand même pas mal de défauts. Et puis le fait aussi que le faisceau en sortie, il a plein de modulations à je sais plus 5, 7, 11, 14 MHz ou je sais pas quoi qui servent à avoir en fait les signaux pour asservir toute cette expérience. Et ça fait du bruit électronique, et puis il y a plein de battements de ces signaux, donc on les supprime avec... alors là c'est représenté comme une seule cavité, mais en fait il y a deux cavités l'une derrière l'autre pour filtrer tout ça. Et donc toute cette expérience quand même assez compliquée, elle est contrôlée par en fait plein de faisceaux auxiliaires, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je représente un miroir, il faut bien se rendre compte que évidemment ce miroir même comment dans le concept il est complètement réfléchissant, en fait il a une très légère transmission. Et cette légère transmission, par exemple des miroirs ici là, de sortie à la fin des cavités,
ça sert à contrôler par exemple la longueur des cavités indépendamment de tout le reste. Il y a plein de degrés de liberté à contrôler et donc il nous faut autant de signaux d'erreur possible, autant de signaux d'erreur que de degrés de liberté pour contrôler tout ça. Et puis aussi pour vous donner une idée, par exemple CP là c'est les compensatrices, c'est quelque chose qui sert à compenser certains défauts du laser. On fait exprès de les mettre avec un petit angle de façon à récupérer le faisceau réfléchi qui nous permet d'accéder à certaines longueurs, par exemple la distance entre la lame séparatrice et la plaque, ou l'angle de la lame séparatrice. Enfin, il y a, je ne saurais même plus vous dire combien il y a de signaux de contrôle pour contrôler tout ça en temps réel. Pour vous donner une idée, Virgo, je crois que ça génère à peu près 1 téraoctet de données par jour. Alors que le signal scientifique, c'est un signal sur, alors je vais dire une bêtise, mais c'est sur un nombre fort raisonnable de bits, genre 14 bits ou je sais pas quoi, et c'est échantillonné à 20 kHz. Donc ça, c'est vraiment un signal très très basique. Mais par contre, comme on garde la trace de tous ces signaux pour remonter à des problèmes, en pratique, ça fait de l'ordre du téraoctet de données par jour. J'ai une question sur ces cavités Fabry-Pérot annexes. Elles ne peuvent pas être impactées si il y a une onde gravitationnelle qui arrive, ça ne peut pas aussi modifier la résonance de ces Fabry-Pérot. Si, mais ça c'est le signal en fait qu'on va voir en fait. Le signal gravitationnel, il est dans ces cavités Fabry-Pérot. Mais les signaux d'asservissement, ils sont pour l'essentiel hors de la plage où on cherche une onde gravitationnelle. Donc ils sont surtout actifs en dessous de 10 Hz et à plus haute fréquence. Et de toute façon, comme on n'est pas capable de faire des filtres, j'en sais rien, à 10 000 dB par décade, enfin extrêmement raide, donc on sait qu'il y a un petit effet que dans l'asservissement, il filtre un petit peu les effets des ondes gravitationnelles, mais ça on en tient compte après, on recalibre ça en tenant compte de cet effet-là. Voilà, donc je pense que maintenant tout le monde sait que donc, une onde gravitationnelle a été détectée en septembre 2015. Le premier run de LIGO, alors c'était que les interféromètres LIGO, nous on était juste associés pour l'analyse des données, donc a duré à peu près 9 mois, je ne sais plus, avec des interruptions. Donc on a détecté à l'époque 3 événements qui sont là. Après, à partir de fin 2016 jusqu'à fin 2017, il y a eu de nouveau un run de LIGO auquel Virgo s'est joint en août 2017, où il y a eu, je crois, 8 événements, je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. 8 événements sur à peu près la même durée de temps, mais comme la sensibilité avait été améliorée, on détectait plus d'événements. Après, il y a eu de nouveau une interruption pour améliorer, et il y a eu un run d'1 an qui s'est arrêté sans surprise mi-mars 2020, alors qu'il devait s'arrêter de toute façon en avril, mais qui était un peu interrompu. Et pareil, sur 1 an, en fait, là, on a pu détecter, donc on était à 11, donc logiquement 79 événements, parce qu'on avait vraiment amélioré la sensibilité. On les voit aussi sur d'autres interféromètres aux États-Unis, là. Oui, bien sûr. Oui, tout ça, c'est commun. Alors, en fait, l'intérêt d'avoir 3 interféromètres, il y en a 2 aux États-Unis plus Virgo. L'intérêt d'en avoir 3 interféromètres, c'est qu'on a une très bonne localisation, puisque en fait, donc nous, j'ai dit qu'on avait rejoint en août 2017. Et on a détecté notre premier événement le 14 août 2017, et le 17 août 2017, on a détecté une binaire d'étoiles à neutrons, où il y a une contrepartie notamment optique. Et avec 3 interféromètres, on a très bien localisé. En quelques heures, ils ont trouvé l'origine, et il y a eu toute une étude dans optique, micro-ondes, radio. On a vraiment fait plein de trucs. C'est l'événement qui doit être par là. Enfin bon. C'est quoi les chiffres qui sont... Alors les chiffres, c'est écrit un peu petit, c'est les masses des... Alors c'est essentiellement quasiment tous les événements, c'est des binaires de trous noirs. Et donc vous avez les masses des trous noirs de départ et la masse du trou noir final. Donc alors là-dedans, c'est essentiellement des binaires de trous noirs. Donc, alors il y a plusieurs infos intéressantes. D'abord, il y en a beaucoup plus que prévu. Le taux de binaires de trous noirs, et maintenant qu'on a 80 événements, on commence à voir, est plutôt 5 à 10 fois plus élevé que ce qu'on pensait avant. Ensuite, les masses de ces trous noirs sont plutôt plus élevées que prévu. Pour vous dire, le premier événement, là, il a failli être raté. Parce que donc les masses c'est 36 et qu'est-ce qu'il y a marqué là il est marqué 31 mais je crois que c'est 29, 29 plus ou moins je sais pas. Donc c'est de l'ordre de 30 masses solaires. Et en fait le programme qui cherchait des binaires de trous noirs, il devait s'arrêter à 5. Parce que pour X raisons, on pensait d'un point de vue théorique, et comme tout ça informatiquement ça coûte pas mal. Voilà. Et en fait c'est un autre programme qui lui cherche des signaux pas spécialement adaptés aux trous noirs qui l'a détecté.
Donc tout ça, c'est essentiellement des binaires de trous noirs, sauf ici et là, c'est des binaires d'étoiles à neutrons. Il y en a deux. Et puis il y a quelques événements qui doivent être par là, qui sont a priori mixtes, un trou noir et une étoile à neutrons. Alors il faut savoir que tout ça c'est avec des guillemets parce que en fait nous on ne sait pas si c'est a priori des trous noirs ou des étoiles à neutrons, c'est juste la masse. Bon, il se trouve que en gros en dessous de 3 masses solaires c'est plutôt une étoile à neutrons, au-dessus c'est plutôt un trou noir. Mais bon, avec les incertitudes qu'on a, il y a quelques événements, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais il y a des trucs bizarres. Par exemple, le trou noir ici de 175 masses solaires, c'est quelque chose. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était pas possible des trous noirs. Les trous noirs, ils pensaient que ça allait soit jusqu'à 20, peut-être 30 masses solaires, soit les trous noirs hypermassifs au centre des galaxies, mais le régime intermédiaire. Donc voilà. Et donc pour vous dire qu'on a quand même beaucoup amélioré la sensibilité, c'est qu'au début les événements, ils s'appelaient par exemple le premier, il s'appelle GW pour onde gravitationnelle, 150914, enfin c'est juste la date. Et maintenant il faut qu'on rajoute l'heure. Et effectivement, là je vous ai mis. Non, bah, j'ai dû oublier de le remettre, c'est pas grave. Il y a un jour, je ne sais plus lequel, où on a eu effectivement 2 événements dans la même journée. Et là, le nouveau run qui va démarrer à la fin de l'année, on va encore améliorer significativement la sensibilité. Donc, enfin, on commence à pouvoir faire, et c'est ce qui est intéressant pour l'astrophysique, des statistiques sur le nombre de trous noirs notamment qu'on détecte. Oui, donc là, je vous ai remis. Donc ça, c'est les événements. Donc vous voyez que la pente, le nombre d'événements détectés en fonction du temps, ça augmente énormément avec la sensibilité. Donc, effectivement, il y a 2 événements qui ont été détectés le même jour. Bon, c'est exceptionnel, hein, c'est plutôt 2 événements par semaine. Hein, et en fait, pour vous dire que tout se passe comme prévu, en fait, si on plotte ça non pas en fonction du temps, mais en fonction du temps fois le volume disponible, enfin le volume, comme on améliore la sensibilité, on améliore le volume sur lequel on peut détecter des événements. Et si en abscisse, on met effectivement le temps fois le volume auquel on accède avec les détecteurs, ça se comporte, en gros, tout se comporte à peu près comme attendu, quoi. L'univers paraît à peu près homogène à cette échelle-là pour ces phénomènes-là. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a quand même fait, on a eu beaucoup de résultats astrophysiques déjà intéressants, mais on continue. Et donc l'objectif suivant, c'est d'améliorer encore la sensibilité. Alors pourquoi est-ce qu'il faut améliorer la sensibilité, hein? Là je vous ai mis 2 événements majeurs, hein, donc la première détection de onde gravitationnelle et la première binaire de trou noir. Donc évidemment les signaux qu'on détecte ils sont très faibles, hein, c'est correspondent à 10-18 ou 10-19 mètres. Ils sont très très courts. Là, vous voyez l'événement, le premier événement, il dure en gros 15 millisecondes, donc on n'a quand même pas beaucoup de temps pour moyenner et obtenir un signal. Ils sont aussi très polychromatiques, c'est-à-dire qu'ils démarrent typiquement, on commence à les détecter vers 10 Hz, et puis la fréquence elle augmente, c'est ce que je vous ai mis là, c'est un diagramme fréquence en fonction du temps. Donc ça c'est un truc qui est caractéristique, hein, c'est juste le fait que les 2 systèmes en interaction gravitationnelle, quand ils se rapprochent, enfin ils émettent des ondes gravitationnelles, ils perdent de l'énergie, donc ils se rapprochent, donc la fréquence augmente, et tout ça s'emballe, et en fait, après en 1 seconde, ça passe de 30 Hz à 250 Hz, et puis après, ils se percutent et ils fusionnent. Voilà. Et donc, bon, pourquoi? Alors, on a déjà détecté pas mal de choses, mais bon, améliorer le rapport signal à bruit, c'est intéressant d'abord parce que si on a un meilleur rapport signal à bruit avant, on pourra mieux voir les oscillations prédites par la théorie, là, que j'ai représentée ici, et donc tester les modèles théoriques. Hein. Au jour d'aujourd'hui, ça colle très bien avec la relativité générale, mais bon, on continue à améliorer ça. Après la fusion, on peut espérer voir, vous voyez la courbe, le fait qu'il y a une espèce de décroissance exponentielle, ça c'est dû au fait que par exemple le trou noir quand il est créé, 2 trous noirs qui se percutent, clairement ça ne fait pas un truc initialement à symétrie sphérique, alors que l'état stationnaire du trou noir ça doit être à symétrie sphérique, donc tout ça se désexcite en très très peu de temps, mais bon, et on ne le voit pas très bien, hein, c'est peu de le dire, mais ça serait intéressant là aussi à voir. Et puis aussi, même pour ces événements-là, meilleure sensibilité, ça veut dire, comme l'amplitude de l'onde c'est en 1 sur la distance, si on arrive à détecter quelque chose de, mettons, 2 fois plus petit, on peut voir 2 fois plus loin, et donc on augmente le volume par un facteur 8. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Voilà. Donc l'idée, c'est maintenant on continue à améliorer la sensibilité. Donc ça m'amène à ma deuxième partie, qui est les limites quantiques dans les interférences gravitationnelles et comment on peut s'en affranchir. Alors, donc le principe de l'interféromètre, c'est donc ça, ce que j'ai représenté ici, oui, c'est peut-être, j'aurais pu mettre un truc, c'est tout simplement le champ électromagnétique, l'amplitude de l'onde électromagnétique dans le plan complexe. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mesurer le déphasage dû au passage de l'onde gravitationnelle.
Et typiquement le déphasage pour un bras, bon là je le discute pour une cavité, mais c'est pareil pour l'interférométrie gravitationnelle, ce déphasage là qu'on veut mesurer, c'est typiquement le delta X associé au signal, bon, divisé par la longueur d'onde, et puis essentiellement mesuré par la finesse de la cavité. Donc ça c'est le signal. Bon, évidemment il peut y avoir un bruit classique qui se rajoute à ça, donc c'est tout ce que je vous ai expliqué sur le bruit sismique ou le bruit thermique, on fait en sorte que ça masque pas une onde gravitationnelle. Mais même s'il n'y avait pas de bruit classique, en fait, il y a du bruit lié à la nature quantique de la lumière, à la fois un bruit de phase, donc simplement c'est les fluctuations de phase du faisceau, donc c'est ce que je vous ai représenté en rouge là sur le graphique. C'est simplement le fait que les fluctuations quantiques de la lumière, ça fait que vous n'avez pas un point dans l'espace des phases, mais une espèce de disque dans l'espace des phases, et ça vous fait des fluctuations de phase, d'accord, qui limitent la sensibilité avec laquelle on peut mesurer ce delta phi. Et puis, vous avez aussi des fluctuations d'amplitude, ce que j'ai mis en bleu là. Et elles se rajoutent à quoi? Elles se rajoutent tout simplement au déplacement du miroir. Donc l'idée, c'est qu'un faisceau laser qui vient sonder la position d'un miroir, si jamais ce faisceau laser dans la cavité il a des fluctuations quantiques d'amplitude, d'intensité et de pression de radiation, il va pousser sur le miroir de façon fluctuante et il peut créer un déplacement qui peut devenir prédominant. Donc ce déplacement delta X rad là, il est proportionnel aux fluctuations d'intensité évidemment, et puis ça joue un rôle important, il est évidemment proportionnel à la réponse mécanique du miroir. Et pour les interféromètres gravitationnels, le degré de liberté qui peut être pertinent, c'est le degré de liberté pendulaire, donc vraiment poussé en bloc sur le miroir. Et aux fréquences qui nous intéressent, donc les résonances elles sont plutôt autour du Hertz. Donc ça veut dire que c'est une réponse mécanique qui est après la fréquence de résonance du résonateur. Donc c'est en 1 sur F carré. Et donc c'est pour ça que le bruit de pression de radiation que j'ai mis ici, en fait il décroît comme ça en 1 sur F carré. Et donc quand on fait la somme de ces deux bruits, on oublie le bruit classique. En fait la sensibilité qu'on obtient, liée uniquement au bruit quantique de la lumière, c'est le bruit de phase. Donc je vous ai dit qu'initialement, intrinsèquement il est blanc. Bon alors, dans un vrai interféromètre, si on tient compte de la bande passante de la cavité, il remonterait, mais là je ne l'ai pas mis. Et donc ce bruit de phase, il est blanc et il décroît, enfin ramené en sensibilité, avec la puissance. Ça c'est simplement dû au fait que les fluctuations quantiques de la lumière que j'ai représentées par un disque, qui sont un disque, en fait le disque, il a une taille finie, et plus on augmente la puissance laser, plus ce disque il est loin du centre de l'espace des phases, et plus il est vu avec un angle petit depuis l'origine. Donc du coup ça augmente ça diminue, quand on augmente la puissance laser, ça diminue ce bruit quantique de phase. Donc ça diminue en 1 sur racine de la puissance laser. Alors qu'à l'inverse, le bruit de pression de radiation, sans surprise, c'est un effet de la pression de radiation, ça augmente quand... Donc du coup, quand on trace la sensibilité en fonction de la fréquence avec différentes puissances, là je vous ai mis pour 5 watts, 25 watts, 125 watts, on voit que de toute façon, il y a une espèce de limite ici, qui est quelque chose qui dépend que de la fréquence et qui est lié à la réponse mécanique des miroirs. Et avec un faisceau laser, je dirais standard, cohérent, on ne peut pas faire mieux que ça. On est forcément limité par... Si on gagne sur l'un, on perd sur l'autre, et du coup le compromis, on a un compromis. Alors la première chose qu'on a voulu... on devait faire dans Virgo, tout à l'heure je vous ai mis bruit quantique, Virgo n'était sensible jusqu'à présent qu'au bruit quantique de phase. Parce qu'à basse fréquence, il y avait plein d'autres problèmes divers et variés. Donc du coup, est-ce qu'on peut déjà améliorer la sensibilité pour le bruit de phase? Alors c'est ce qu'on a fait alors c'était publié en 2019, mais donc ça date de 2018. Donc oui, donc l'idée c'est, ici vous avez donc Virgo, donc le laser, toutes les optiques que je vous ai déjà représentées, l'interféromètre, à la sortie tout ce qui nettoie le faisceau, et puis ici la détection. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer de la lumière comprimée en phase. Et alors la petite subtilité, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le laser initial qu'on va comprimer, dont on va comprimer les fluctuations quantiques. Pourquoi? C'est tout simplement parce que je vous rappelle que notre interféromètre est quasiment sur une frange sombre. Donc ça veut dire que l'essentiel de la lumière est renvoyé par l'interféromètre. Et donc ça veut dire que l'essentiel des fluctuations quantiques sont renvoyées par l'interféromètre. Donc en fait, les fluctuations qu'on a sur le système de détection qui est là, c'est pas du tout lié aux fluctuations quantiques du faisceau laser de départ, c'est lié aux fluctuations quantiques du vide qui arrivent par derrière. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprimer les fluctuations quantiques du vide. Donc du coup, on a effectivement un système ici
qui va comprimer les fluctuations quantiques du vide avec un OPO, ou un OPO sous le seuil, donc du coup un OPA, en utilisant un système d'optique non linéaire. Donc l'idée c'est de faire de la lumière comprimée à 1064 nanomètres. Donc pour ça il faut créer des photons corrélés à 1064 nanomètres. Donc c'est en pratique c'est 1064 nanomètres plus ou moins une fréquence. Les deux photons sont créés de façon corrélée. Et il faut que ça soit exactement le même 1064 nanomètres que celui du laser. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On a un laser qui est loqué sur le laser principal de l'interféromètre. Ce laser à 1064 nanomètres, il sert à créer des photons, de la lumière à 532 nanomètres, avec un cristal non linéaire, on fait juste du doublage de fréquence. Et après, ces photons à 532 nanomètres, ils sont utilisés pour créer deux photons corrélés, pour le coup, comme ils sont créés simultanément, à 1064 nanomètres, plus ou moins quelque chose, et c'est ça qui fait la lumière comprimée. Et donc tout ça, après, c'est envoyé avec... Alors le problème, c'est que tout ça, c'est créé dans un cristal non linéaire, avec dans la cavité, le waste, il fait typiquement 50 microns. Il faut adapter ça au waste dans les cavités qui font plutôt 5 cm, donc il y a pas mal d'optiques, de mode matching, des isolateurs de Faraday pour être sûr qu'on n'envoie pas de la lumière parasite dans l'interféromètre. Tout ça, ça crée des pertes, ça des problèmes. Et tout ça, c'est envoyé en fait dans l'interféromètre, réfléchi par l'interféromètre, et ça arrive au final sur la détection. Okay. Donc quand on fait ça, a priori, je vous ai mis ici la courbe. Donc la courbe noire, c'est quand on a de la lumière comprimée, de la lumière standard. Si on fait du squeezing de phase, on gagne un facteur. Bon là, j'ai dû mettre 10 dB, j'ai mis un certain facteur sur le squeezing de phase, donc on améliore le squeezing, le bruit de phase. Par contre, on augmente les fluctuations d'amplitude, donc on dégrade le bruit quantique de pression de radiation. Exactement de la même façon que quand on change la puissance laser. En pratique, utiliser de la lumière comprimée comme ça, c'est complètement équivalent à augmenter la puissance laser. L'intérêt, c'est que par contre, le squeezing, ça ne déforme pas les miroirs par absorption thermique. C'est quand même... Et si on fait du squeezing d'amplitude, et ben on a la courbe bleue. Et la courbe bleue, on gagne évidemment sur le bruit quantique de pression de radiation et on perd sur la partie quantique. Donc l'OPO qui est ici, dans Virgo aujourd'hui, on a un OPO qui est construit en Allemagne, à Hanovre. Enfin, c'est un des grands groupes qui fait partie de LIGO et qui nous fournissent cet OPO. Donc les résultats qui ont été publiés dans PRL en 2019, c'est, donc vous voyez, on a pu comprimer le bruit de phase par à peu près 3 dB à haute fréquence. Donc la courbe noire, c'est interféromètre normal. La courbe rouge, c'est squeezing de phase. Et puis la courbe bleue, c'est squeezing d'amplitude. Et donc vous voyez qu'on arrive très bien à dégrader la sensibilité à haute fréquence, ce qui n'est pas étonnant. Par contre, comme à basse fréquence, on est sensible à d'autres problèmes, on change essentiellement pas grand-chose à basse fréquence. On ne parle pas de dégradation, il y a la pression de radiation. C'est transparent la pression. Voilà. Mais disons, quand on a publié cet article en 2019, on voit que les courbes noires, bleues et rouges sont essentiellement semblables, et on pouvait dire, et on s'y attendait, parce que le bruit quantique de pression de radiation, il est vraiment plus bas. Alors, on a 3 dB, c'est pas beaucoup. Alors pourquoi on n'a que 3 dB? Parce qu'en fait, comme je l'ai montré là, on a quand même plein d'optiques entre l'OPO et l'interféromètre. On dégrade le squeezing. Voilà, on dégrade énormément de squeezing, on a quasiment 50% de... Enfin, là, c'est marqué entre 30 et 40%. Et donc, on voit, là, ce que je vous ai mis, c'est que pour le squeezing, les pertes optiques, c'est vraiment un gros problème, parce que quand on a initialement beaucoup de squeezing, les pertes optiques, ça peut être modélisé comme une lame semi, et quand on a beaucoup de squeezing et qu'on fait un mélange avec une lame semi dans laquelle rentre du vide standard, la somme des deux fait tout de suite quelque chose d'embêtant. Et puis un autre problème aussi, c'est quand on a beaucoup de squeezing, il faut bien détecter dans la bonne direction. Et la stabilité en phase de cette quadrature est vraiment assez critique. Voilà. Là, je vous ai mis, vous voyez, le squeezing détecté en fonction du squeezing en entrée. Donc évidemment, quand il n'y a pas de perte, on a la ligne droite qui est là. Mais vous voyez que par exemple, le truc typique, c'est si on a 50% de perte, quel que soit le squeezing qu'on met en entrée, on arrive à 3 dB. Parce qu'on a la moitié qui est perdue, et donc on a forcément 50% du bruit de départ, et donc là, on peut gagner mieux que 3 dB. Et donc c'est pour ça qu'avec 30 à 40%, on avait effectivement que... Alors qu'au départ, à la sortie de l'OPO, on a plutôt 10 dB de squeezing. Et on ne s'est pas embêté à avoir plus de 10 dB, parce que ça ne sert à rien vu les pertes. Voilà. Et alors, donc, pour répondre à
à la question. Donc effectivement, si on regarde très très bien, mais il faut un peu le savoir et il faut passer pas mal de temps pour se convaincre, si on applique a priori du squeezing de phase, on s'attend à avoir un excès de bruit de pression de radiation à basse fréquence. Alors on ne le voit pas au premier ordre ou à l'ordre 0 parce qu'on a un excès de bruit, mais bon, l'idée c'est quand vous avez plusieurs bruits, même s'il y en a un qui est prédominant, il y a peut-être moyen, en faisant un peu d'analyse du signal. Et alors effectivement, on a réussi à voir que, donc là c'est le même code couleur que tout à l'heure, hein, noir c'est l'interféromètre normal. Donc l'idée, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a d'abord pris la courbe noire, donc interféromètre normal, et on a fait son modèle. Son modèle, c'est les tirés noirs que vous voyez là, et c'est uniquement le modèle des bruits quantiques, donc bruit de pression de radiation, et puis bruit de phase qui est comme ça. Et on a soustrait la courbe expérimentale au modèle, et donc on a obtenu l'espèce de truc gris là qu'on voit en surimpression, qui est tous les excès de bruit classiques. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On applique du squeezing, et on somme le modèle théorique qui est rouge ou bleu, là en tiré, pour squeezing de phase ou squeezing et on vérifie que ce modèle quantique plus le bruit classique qu'on a mesuré et qu'on suppose inchangé correspond effectivement à ce qu'on a observé. D'accord ? Et donc quand on fait ça, on se rend compte qu'effectivement, ça se voit un petit peu ici à très basse fréquence, le bruit quantique, la sensibilité, elle est un petit peu dégradée par rapport à la courbe noire. Okay ? Alors, c'est pas évident parce qu'il y a quand même plein de pics dus à. Typiquement, là, vous avez le 50 Hz qui doit être là, l'énorme pic, là, c'est le 50 Hz. Il y a pas mal de bruit liés à différents problèmes. Donc, il faut analyser ça. Et puis, c'est aussi qu'il faut être honnête, on n'a pas eu beaucoup de temps parce que c'était un moment où on était en run scientifique. Et donc, la priorité, la priorité de la collaboration, plus pour moi et les gens qui travaillent là-dedans, mais c'était pas de faire une petite démonstration, de dire qu'on arrivait à dégrader la sensibilité. Donc on n'a eu que 2 jours pour prendre des données et pour valider ça, mais on a réussi à se convaincre. Alors bon, la limite de ça, c'est que vous voyez par exemple la courbe bleue. Elle passe pas en dessous. Voilà, normalement la courbe bleue, elle devrait être en dessous de la courbe noire, mais bon, elle est quand même au-dessus. Mais ça, c'est dû aux fluctuations. Enfin, quand on mesure, on a du bruit sur le bruit mesuré et la façon dont on moyenne. Voilà. Mais voilà, donc on a publié ça parallèlement à l'AIGO. Enfin, je peux en reparler tout à l'heure en 2001. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bruit de pression de radiation, il est quand même pas si loin. Et au fur et à mesure qu'on améliore la sensibilité, c'est un problème qu'il va falloir traiter. Et justement, on va le traiter. Alors comment est-ce qu'on fait pour traiter ça, le bruit de pression de radiation? Donc idéalement, si on veut améliorer la sensibilité à haute fréquence, il faut faire du squeezing de phase. Si on veut améliorer la sensibilité à basse fréquence, il faut faire du squeezing d'amplitude. Et par exemple, si on veut améliorer la sensibilité au milieu, il faut faire du squeezing à 45 degrés. Là, c'est la courbe verte que je vous ai mise. Alors ça permet effectivement d'améliorer la sensibilité pile à la fréquence où les deux se croisent. Par contre, ça dégrade à la fois la sensibilité à haute fréquence et à basse fréquence. Et en fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir du squeezing de phase à haute fréquence, à 45 degrés au milieu et en amplitude à basse fréquence. D'accord ? Et dans ce cas-là, vous avez la courbe violette là, qui est là. Et ça, en fait, c'est possible. Alors, pourquoi c'est possible ? Alors, d'abord, avant de vous dire pourquoi c'est possible, c'est en fait, ça a même été vu. En fait, l'AIGO, ils ont fait exactement la même expérience que nous, là, celle dont je viens de parler, à savoir rentrer du squeezing et regarder la sensibilité. Alors, eux aussi, ils étaient limités par le bruit classique, mais en faisant le même genre d'analyse, ils ont été capables de montrer que s'ils rentraient du squeezing, non pas de phase comme nous, mais du squeezing avec un angle, d'accord ? Et en analysant le bruit qu'ils avaient et en soustrayant tout le bruit classique, donc c'est le même genre d'analyse, ils ont vu que la partie quantique du bruit, effectivement, elle passait sous la limite quantique standard. Ils arrivaient effectivement à faire un creux, à passer en dessous, d'accord ? Et ils étaient à peu près 3 dB en dessous de la limite quantique standard, c'est ce qu'on voit ici. Alors bon, alors nous on l'a pas fait pour une raison simple, c'est que nous, la sensibilité elle était moins bonne, et du coup on n'avait aucune chance de voir ce genre d'effet. On avait tellement aucune chance que honnêtement, je pense qu'on n'y a pas pensé, quoi. Mais même après coup, quand on a vu ça, on s'est dit ah oui, on aurait peut-être pu, et on a regardé, et en fait on aurait vraiment, on aurait rien. Donc voilà, donc ils ont fait le même genre d'expérience que nous, mais en plus ils ont fait aussi, vous voyez, un angle, alors c'est pas 45 degrés, c'est à 35 degrés, vu les paramètres expérimentaux qu'ils ont, et ils arrivent à voir effectivement ce creux. Donc mais ça c'est du squeezing, c'est le même squeezing à toutes les fréquences, simplement avec un angle un peu de travers. Donc ils arrivent à passer en dessous de la limite quantique standard sur une bande de fréquence qui est là, mais ce qu'on veut à terme, c'est passer sur la limite quantique standard à toutes les fréquences. Et dans ce cas-là, il faut faire du squeezing différent aux différentes fréquences. Mais alors ça c'est possible.
Alors pourquoi c'est possible? Parce qu'il faut revenir à ce que c'est que le squeezing. Le squeezing, qu'est-ce que c'est? Donc imaginez, donc j'ai mon laser à 1064 nanomètres, donc qui me donne la porteuse ici à la fréquence oméga 0. Quand je dis que je fais du squeezing à une fréquence oméga 1, en fait ce que fait mon cristal non linéaire, c'est qu'il fait des corrélations entre les fluctuations quantiques à oméga 0 plus oméga 1 et à oméga 0 moins oméga 1. D'accord? Si j'ai un photon à 532 nanomètres, enfin du coup à la fréquence 2 oméga 0, qui crée deux photons, un à oméga 0 plus oméga 1 et un à oméga 0 moins oméga 1. Ces deux photons ils sont corrélés. Et je peux choisir, et je peux faire soit des corrélations en phase, soit des corrélations en amplitude, et ça me fait du squeezing en phase ou en amplitude. Donc ici, ce que j'ai dessiné, sauf erreur, c'est des anticorrélations. Non, où est-ce que c'est? Des anticorrélations le long de la valeur moyenne, donc c'est du squeezing d'amplitude. Donc l'idée, c'est que si vous mesurez l'amplitude, les bruits d'amplitude à la fréquence oméga 1, vous faites un battement entre la porteuse et ces deux bandes latérales, et donc vous êtes sensible à la combinaison, à la somme de ces deux-là. Et comme vous avez des anticorrélations, vous voyez les deux petites croix, il y en a une en haut et une en bas. Donc il y a les petites croix, ça représente un peu une trajectoire au cours du temps, quoi. Ça veut dire que quand ici le bruit il est en haut, à l'autre fréquence il est en bas, quoi. Donc si je fais la somme de ces deux-là, je vais avoir des fluctuations d'amplitude réduites. Donc c'est du squeezing en amplitude. Et donc, mais par contre quand j'ai ça, quand j'ai des anticorrélations en amplitude, j'ai des corrélations en phase, donc les deux signes plus. Donc du coup, par contre, j'ai un excès de bruit de phase quand je fais la combinaison linéaire. Okay, donc là, ce qu'on voit, c'est du squeezing indépendant de la fréquence parce que le pattern, le motif, il est le même à toutes les fréquences. À oméga 1, à oméga 2, vous voyez, le rond, il est là, le rond, il est là, exactement comme les deux croix. Okay, donc j'ai le même squeezing à toutes les fréquences. Et pourquoi j'ai le même squeezing à toutes les fréquences? Tout simplement parce que les cristaux non linéaires, parce que ce oméga 1 et oméga 2 pour les ondes gravitationnelles, c'est de l'ordre de la centaine de hertz ou du kilohertz. Et les cristaux non linéaires, leurs propriétés ne changent pas entre 532 nanomètres et 532 nanomètres plus ou moins 1 kHz. Donc du coup, le cristal non linéaire, il a beaucoup de qualités, mais par contre, il fait le même squeezing à toutes les fréquences. Ok. Donc comment est-ce que je peux faire du squeezing alors, mais cela dit, d'un point de vue théorique, je peux parfaitement imaginer, comme c'est des modes qui sont indépendants, c'est envisageable. C'est juste que les cristaux non linéaires, ils font pas ce truc. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors ça c'est juste, oui, au passage, je veux dire que ces corrélations comme ça de bruit de part et d'autre d'une porteuse, ça peut être une ressource pour l'information quantique. Hein. L'idée c'est que si vous avez effectivement un faisceau squeezé, donc ici vous avez la porteuse et puis les fréquences oméga 0 plus oméga 1 les différentes et oméga 0 moins oméga 1 les différentes. Si vous avez effectivement des corrélations représentées ici par des petites boules de couleur, vous pouvez tout à fait imaginer avec des cavités de filtrage désaccordées par rapport à la porteuse, mais du coup accordées sur certaines bandes latérales, du coup extraire séparément les différentes bandes latérales. Et avec bon, je n'ai pas dit que c'était simple, hein, mais c'est envisageable, avec différentes cavités désaccordées de ce qu'il faut, sortir séparément les bandes latérales. Et après, vous passez dans une fibre et vous allez très très loin éventuellement, puis vous recommencez et puis vous avez les... Voilà. Et du coup, vous pouvez avoir entre Alice 1 et Bob 1 des corrélations quantiques, entre Alice 2 et Bob 2 des corrélations quantiques. Enfin, bon, il y a des gens qui font des choses là-dessus. Voilà. Bon, ça c'était juste une remarque en passant. Voilà. Donc l'idée pour faire du squeezing dépendant de la fréquence, c'est de dire, je démarre avec du squeezing indépendant de la fréquence, là c'est le même dessin que tout à l'heure, et j'utilise un filtre optique pour en fait tourner ces motifs de bruit. Et par exemple, si jamais j'ai une cavité optique qui a le bon goût d'être non résonante pour la porteuse et toutes les bandes latérales sauf celle de droite, la oméga 0 plus oméga 2, et si celle-là elle est effectivement résonante avec la cavité, l'effet que va avoir la cavité, c'est de faire un déphasage de pi uniquement pour cette bande latérale. Donc le faisceau qui arrive avec ce motif-là, qu'est-ce qui va se passer? Cette bande latérale, elle va prendre un déphasage de pi, donc ça va tourner, alors j'ai un super effet presque 3D, ça va tourner le motif de bruit à cette fréquence-là, et du coup on voit que à oméga 1, j'ai toujours le même motif que tout à l'heure, donc j'ai toujours du squeezing en amplitude, alors qu'à oméga 2, maintenant j'ai des corrélations sur l'amplitude, donc j'ai de l'excès de bruit en amplitude, et j'ai des anticorrélations en phase, donc j'ai du squeezing de phase. Et donc, alors j'ai pas dit que c'était simple à faire, mais c'est elle va pas atténuer certaines fréquences
Non, alors la cavité, si elle n'a pas de perte, non, elle réfléchit. Ça, c'est une cavité à une entrée-sortie, donc tout ce qui rentre ressort. Et simplement, elle met un déphasage. Elle met un déphasage sur ce qui est proche de la résonance. Ouais, donc la bande à oméga 2, elle est déphasée de pi. Les bandes oméga 1, elle est complètement en dehors de la résonance, donc elle n'est pas déphasée, donc tout ça. Et puis les bandes intermédiaires, il y a un déphasage, du coup, c'est comme ça qu'on peut faire du squeezing à 45 degrés avec le déphasage correspondant. Un cage de c'est ce qui rentre et ce qui sort, parce que ça ne sort pas à un endroit différent. Parce qu'en résonance, non, ça sort. Ce qui n'est pas résonant est réfléchi et ce qui est résonant est transmis. Quoi. Non, c'est une cavité à une entrée-sortie, le miroir du fond est complètement réfléchissant. Donc tout ce qui rentre sort. Donc ça a été ça a été démontré déjà en 2005, donc c'est à Hanovre. Et donc là, vous voyez, typiquement, on démarre avec alors que je ne dis pas de bêtises, on démarre avec du squeezing de phase. Et donc du coup, l'essentiel des bandes, ça c'est juste la tomographie des fluctuations, hein, mais, donc on détecte essentiellement du squeezing de phase à toutes les fréquences, toutes les bandes latérales, sauf celle qui est accordée avec la cavité, donc à 15,3 MHz. Donc là on a du squeezing en intensité. Et on voit qu'effectivement la largeur de la résonance ici, elle est de l'ordre de en gros 1 MHz, 1 ou 2 MHz. Donc du coup, effectivement, la bande latérale à 14,1, enfin en gros 1 MHz en dessous ou 1 MHz au-dessus, elle est déphasée elle, de 45 degrés, donc on a du squeezing à 45 degrés. D'accord. Et puis à plus haute fréquence, de nouveau, il y a un déphasage de 2 pi, donc c'est même chose que 0, donc on retrouve le squeezing de phase. Donc ça marche assez bien. Par contre, là on voit tout de suite le problème pour Virgo, c'est que nous on veut la même chose, mais on veut la transition entre le squeezing de phase et le squeezing d'intensité à 70 Hz. Donc ça veut dire qu'il faut, et sur une plage typiquement de 70 Hz, donc ça veut dire qu'il faut faire une cavité de rotation qui a une bande passante de l'ordre de 70 Hz. Une cavité optique. Voilà. Donc une cavité optique de 70 Hz, ceux qui font de l'optique voient tout de suite que c'est pas évident. Donc du coup, quel est le choix qui a été fait pour Virgo? Il faut en fait une cavité de rotation de 285 mètres de long avec une finesse de 11 000. Alors bon, en le disant là j'ai un doute, je ne sais jamais si c'est 11 000 ou 6 000, mais bon, enfin c'est... Alors pourquoi 285 mètres? Alors ça c'est les contraintes du site, c'est qu'en fait au début on était parti sur 300 mètres, et puis quand on a commencé à dire bon mais on la met où cette cavité, donc alors on a quand même de la chance, c'est que l'infrastructure, donc là c'est le bras principal, un des deux bras de Virgo, là le bras nord. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la photo au début, on voyait une espèce de bâtiment bleu, enfin pas très beau, mais qui est tout autour. Et ce bâtiment il est suffisamment grand pour qu'on puisse mettre une cavité à côté. En fait, parce que le bâtiment il a été fait pour que les gens puissent se promener en voiturette de golf le long des 3 km pour résoudre les problèmes. Donc du coup, alors là il n'y aura plus de voiturette de golf de ce côté, mais il y a toujours l'autre côté qui est possible. Et en fait, quand on a commencé, on a trouvé deux endroits qui étaient bien, avec notamment pas trop de vibrations du sol, parce que pour le coup, on a besoin de s'isoler des vibrations du sol, mais on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes contraintes aussi, hein, mais disons si on peut démarrer avec un site propre, et ces deux endroits qui étaient bien étaient à 285 mètres. Donc on s'est dit bon, on va prendre ça, et on a adapté la finesse pour faire la bonne bande passante. Donc ça a été, maintenant c'est entièrement monté là, au jour d'aujourd'hui. Donc ici vous avez la lame séparatrice là dans le tube qui est là. Ici c'est les deux bancs de détection. Ici l'espèce de petite chambre, c'est là où il y a le banc de la source de squeezing qui rentre comme ça dans la détection. Donc la différence c'est que maintenant la source de squeezing, la lumière comprimée, elle est envoyée non pas directement vers la détection, mais elle est d'abord envoyée dans cette cavité de rotation, elle est réfléchie et après elle est envoyée dans le... Voilà. Au passage, je signale que la lumière squeezée, il ne faut pas oublier que c'est de la lumière squeezée, c'est du vide squeezé. Donc du vide squeezé, ça ne fait pas beaucoup de lumière. Hein. Enfin, donc il faut accorder, il faut asservir à la bonne fréquence une cavité de 285 mètres de long sur une source lumineuse qui est du vide squeezé. Donc c'est un peu... Voilà, donc ça c'est monté, c'est en cours de fonctionnement. On a vu l'effet de rotation de la quadrature. Bon, il y a pas mal de travail encore pour optimiser, mais bon, c'est en cours. Et donc l'objectif c'est, au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est de reprendre en décembre les runs scientifiques. En fait, on est coordonné avec LIGO, ça n'a d'intérêt que si on fonctionne en même temps qu'eux. Donc voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est nous, on est content d'avoir un petit peu de temps en plus, mais eux aussi. Hein. Donc à chaque fois quelqu'un dit, le premier qui dit j'aimerais bien avoir un peu plus de temps, l'autre dit OK. C'est la bonne nouvelle.
Voilà, donc ça sera le run O4 qui est prévu pour l'instant décembre 2023. Donc la sensibilité de Virgo, d'Advanced Virgo pour ce fameux run O4. Donc là, je crois qu'en tiré gris, vous avez, oui, donc tiré gris, vous avez la sensibilité qui est, alors c'est pas la sensibilité obtenue, hein, parce que je vous ai enlevé tous les pics moches, hein, mais en gros l'essentiel de la sensibilité de Virgo lors du dernier run. En gris, vous avez la sensibilité qu'on pourrait avoir si on n'utilisait pas de lumière comprimée. Donc vous voyez, elle s'améliore nettement à haute fréquence parce qu'on a de la lumière comprimée, et puis aussi parce qu'on a le recyclage du signal. Par contre, elle se dégrade un peu à basse fréquence à cause du squeezing, non, à cause du fait qu'on augmente la puissance laser. Voilà. Ensuite, vous avez en noir, que je ne dise pas de bêtises, ah non, on gagne encore en noir, voilà, en faisant le recyclage du signal. D'accord. Et si on met du squeezing dépendant de la fréquence, d'accord, du squeezing dépendant de la fréquence, a priori, on a la courbe en pointillé bleu, donc qui est comme ça ici, et puis après elle est confondue avec la courbe bleue pleine. Donc c'est-à-dire qu'on gagne beaucoup à haute fréquence grâce au squeezing, et puis on gagne un petit peu à basse fréquence grâce au squeezing qui est sur la bonne quadrature en amplitude, et là on ne gagne plus tout simplement parce qu'il y a un bruit classique qui est le bruit newtonien, je vais en parler dans 2 secondes, qui nous gêne. Le bruit newtonien, c'est un bruit, c'est un peu le stade ultime du bruit, c'est l'attraction gravitationnelle de tout ce qu'il y a autour de l'interféromètre. Donc les nuages, l'eau dans le sol, et donc bon, bah, tout ça, ça bouge, et comme ça bouge, ça fait un champ gravitationnel fluctuant sur les miroirs, et donc ça fait bouger les miroirs. Donc ça évidemment, bon, d'abord c'est là, c'est difficile de faire comme si c'était pas là. C'est pas facile à filtrer, enfin c'est même pas possible à filtrer, enfin, sinon il y aurait un prix Nobel à coup sûr. Hein. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour s'en dépêtrer? Alors ça c'est un truc, honnêtement, il y a 10 ans, je dirais il y a 15 ans ça paraissait impossible, il y a 10 ans, non, il y a 10 ans ça paraissait impossible, il y a 5 ans ça paraissait envisageable à très très long terme, et en fait visiblement ça va marcher. C'est de soustraire ce bruit newtonien. Donc l'idée c'est que toutes ces sources, elles créent un mouvement des masses, et ça on peut rien faire contre ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre des capteurs un peu partout et mesurer en temps réel le champ gravitationnel qui est créé par les mêmes sources, et de se dire à la fin, bon ben à partir de tous ces signaux qu'on a, on est capable de trouver une combinaison linéaire qui va nous donner une bonne approximation du champ gravitationnel au niveau de nos miroirs. Ça devient une sorte de biais plutôt qu'un biais. Voilà, et du coup l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de faire un espèce d'estimateur. Alors bon, les gens qui font ça, ils font des trucs genre machine learning, voilà. Et de soustraire directement, c'est pour ça que dans ma liste de comment améliorer la sensibilité, il y avait soustraire le bruit, et de soustraire directement ça. Et alors ça, mais alors par contre c'est très compliqué parce qu'il faut modéliser le bâtiment, enfin la forme du bâtiment, c'est pas du tout la même chose pour Virgo et pour LIGO, enfin il y a des histoires un peu dingues. Mais visiblement, ça a l'air de marcher. Et donc du coup, si on fait ça, donc c'est la courbe... alors ça, c'est le bruit newtonien diminué par un facteur 5. Vous voyez, quand on met le facteur 5, il vient ici, hein, c'est lui qui limite. Mais si jamais on arrive à le diminuer d'un facteur 5, dans ce cas-là, on peut gagner encore à basse fréquence. D'accord ? S'il est plus gênant, dans ce cas-là, le squeezing d'amplitude, ça permet encore. Voilà, alors bon, tous ces chiffres, ça c'est dans le TDR, donc c'est plus ou moins le document officiel où on explique ce qu'on veut faire, qui a maintenant au moins 5 ou 6 ans dans le détail. En pratique, la vraie courbe, elle n'aura pas cette tête-là, notamment parce qu'en fait, on ne va pas démarrer à 125 watts comme c'était envisagé à l'époque, parce que bon, on a tous ces problèmes. Mais en tout cas, on peut gagner, mais pour ça, il faut encore s'abstraire d'un bruit classique supplémentaire. Voilà, alors ça c'est juste toujours la même source, l'OPO c'est toujours l'OPO allemand, donc il y a un OPO sous air, parce que bon, c'est ce qu'ils ont développé, mais à terme, quand on va encore gagner, il y a le risque qu'on soit gêné par la lumière diffusée autour de cet OPO. Donc il y a un projet sur lequel je travaille avec des gens d'Orsay, là, le nom du labo a changé, le laboratoire de l'accélérateur linéaire IGC Lab, maintenant s'appelle, pour faire plus ou moins la même chose, mais avec un OPO qui est sous vide.
Donc là, vous voyez l'expérience, on s'était prise il y a un certain temps déjà, mais ici c'est le banc où il y a les lasers, tout ce qui est optique de puissance. C'est envoyé dans... Alors l'enceinte, elle est en fait, c'est une enceinte qu'on a récupérée. Hein. On aurait pu se contenter d'une enceinte beaucoup plus simple, notamment au niveau des hublots. Hein. Les hublots, pour nous, ils servent à rien, hein, mais bon, voilà. Donc là, vous avez un schéma. Donc en gros, il y a 3 blocs. Hein. Ici, il y a l'OPO qui crée la lumière comprimée. Ici, vous avez la détection homodine qui permet de la caractériser in situ. Et ici, vous avez la partie mode matching, télescope de mode matching pour adapter à la cavité de filtrage. Parce qu'en fait, on utilise une cavité de 50 mètres qui a été construite à Orsay pour tester des trucs pour Virgo et qui maintenant est utilisée. Bon, c'est pas 285 mètres, mais enfin, c'est un bon début pour faire ce genre de projet. Donc là, vous avez tout ce qui permet de contrôler la résonance de la cavité. Il y a plein de faisceaux auxiliaires, parce qu'une fois de plus, il faut accorder une cavité à un faisceau qui est du vide comprimé et qu'on évite de détecter, parce que quand on le détecte, on abîme ces fluctuations quantiques. Donc, bon, donc en fait, il y a des faisceaux auxiliaires qui sont loqués en... En fait, on s'accorde sur un faisceau dont on connaît le décalage en fréquence par rapport au faisceau qui nous intéresse. Enfin, bon, voilà. Donc tout ça, c'est en utilisant de la lumière comprimée. Et donc la lumière comprimée, c'est utiliser des corrélations dans le faisceau laser ou dans le vide entre les fluctuations de phase et les fluctuations d'amplitude. Et juste pour finir, je voulais vous montrer un autre exemple de ces corrélations. C'est un truc complètement différent. L'idée, c'est de se dire, j'utilise de la lumière au standard. Donc si j'ai de la lumière standard, qu'est-ce que j'ai? Donc ça, en fait, c'est le disque de fluctuation quantique de ma lumière. Donc j'ai du bruit d'amplitude qui se déplace dans ce disque. J'ai du bruit de phase qui se déplace dans ce disque. Et l'idée, c'est que sur cette phase, donc j'ai mon bruit, j'ai éventuellement le signal de l'onde gravitationnelle qui se rajoute sur la phase, et puis j'ai le bruit de pression de radiation. D'accord? Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je fais une mesure de la phase. Donc a priori, je suis sensible à la fois au signal et aux deux bruits, et c'est ça qui me donne ma limite quantique standard. Mais ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que j'ai mis des flèches de couleurs différentes, c'est que ce bruit de pression de radiation, c'est un bruit de phase qui a des corrélations avec le bruit d'amplitude qui est ici, en temps réel. D'accord? Et donc l'idée, c'est que je peux tout à fait envisager de détecter non pas la phase, mais d'aller détecter une quadrature qui est un mélange de la phase et de l'amplitude, d'accord? De telle façon que ce bruit ici va être compensé par la projection du bruit d'amplitude de l'autre côté. Et donc c'est une mesure, non pas directement de la phase, mais d'un truc où je tiens compte des corrélations entre l'amplitude et la phase. Alors, sur le principe, c'est très beau. Alors après, l'implémentation, ce qui est un peu compliqué, c'est que le problème, c'est que la réponse mécanique qui me donne la longueur ici de cette flèche, qui me donne le coefficient de proportionnalité, dépend de la fréquence. Donc ça veut dire que soit je veux détecter quelque chose à une fréquence que j'ai en tête, et dans ce cas-là, je peux régler ma détection homodine pour aller mesurer ce truc-là. Mais si c'est pas le cas, ça va pas marcher. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, en fait, entre guillemets, une détection homodine avec un angle qui dépend de la fréquence. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc l'implémentation, ça serait quoi? Ça serait avoir un faisceau laser normal dans un interféromètre gravitationnel normal, et en sortie, faire un déphasage du faisceau de sortie de l'interféromètre avec des cavités désaccordées qui va gentiment me faire le déphasage qu'il faut aux différentes fréquences pour que tout ça marche. Alors sur le papier ça marche, par contre il faut pour les ondes gravitationnelles, il faut non pas une mais deux cavités de filtrage de longueur typique 300 mètres, ce qui complique un peu. Mais alors pour l'instant franchement c'est pas envisagé, hein, mais c'est assez joli parce que ce qui est joli c'est que par rapport à ce que je viens de faire avec mon squeezing, donc là vous voyez la courbe noire c'est courbe conventionnelle, voilà. C'est si je fais cette technique variationnelle, j'annule complètement, c'est pas du squeezing, c'est pas je gagne un facteur 5 dB, c'est j'annule complètement le bruit de pression de radiation. Donc du coup j'arrive, en fait je ne suis sensible qu'au bruit quantique de phase. Et du coup j'ai cette courbe là en tiré vert. Et là en plus où c'est encore plus beau, c'est que rien ne m'empêche de faire ça en même temps que d'appliquer du squeezing, et du squeezing simple, simplement du squeezing de phase. J'ai besoin de faire tourner le squeezing. Voilà, le squeezing j'ai pas besoin de le faire tourner. Ouais. Et heureusement parce que vu que j'ai déjà besoin de deux cavités de filtrage, voilà. Et du coup, je peux encore gagner un facteur supplémentaire et gagner. Donc sur le papier, c'est vraiment assez joli. Bon, ça a été démontré expérimentalement, mais sur des expériences typiquement au mégahertz, avec des cavités standards, hein, mais ça marche. Voilà. Alors j'ai quasiment terminé. C'était juste pour vous dire que donc on a aussi quand même historiquement au labo beaucoup d'expériences avec des micro-résonateurs mécaniques.
Alors pour la petite histoire, donc le fameux pilier en quartz dont je parlais tout à l'heure, qui a été fabriqué à l'ONERA il y a maintenant 15 ans, enfin peut-être pas, mais plus de 10 ans. Il avait beaucoup de qualités, il avait aussi quelques défauts. Mais notamment un défaut, mais ça qui est intrinsèque aux techniques, c'est que sa masse, c'était de l'ordre de 100 microgrammes. Alors voilà. Et l'inconvénient, c'est qu'évidemment, quand on veut voir des effets de la pression de radiation, 100 grammes, c'est pas beaucoup, mais si on peut faire 10 nanogrammes, c'est mieux. Notamment parce qu'en fait, sur le papier, notamment il y a des expériences qu'on n'a pas pu faire, parce que sur le papier, on pouvait les faire, mais il fallait vraiment mettre une puissance laser importante, et tout le montage, pas à cause du résonateur, mais pour des raisons optiques, était instable. Donc Mais donc pour voir ces effets de la pression de radiation, on a développé maintenant une nouvelle expérience qui utilise comme résonateur une membrane en nitrure de silicium. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui fait 50 nanomètres à peu près d'épaisseur et qui fait typiquement 3 mm de carré, quoi. Enfin 3 mm par 3 mm. Et donc les chiffres, c'est typiquement la masse, c'est 10 nanogrammes. La fréquence de résonance de ce truc-là, je vais en parler, c'est de l'ordre du mégahertz. Et je vais vous expliquer après pourquoi. On peut avoir des facteurs de qualité mécanique incroyablement élevés. Et ça permet de résoudre pas mal de problèmes. Donc les spectres de bruit qu'on envisage de voir, c'est si on envoie dans une cavité, alors c'est dans un cryostat à dilution, enfin ça sera dans un cryostat à dilution. Enfin, on a le cryostat, on a la cavité, mais on n'a pas encore la cavité dans le cryostat. Donc si on envoie une source laser cohérente, un laser standard, on a typiquement le spectre de bruit qui est noir là. Donc si on voit bruit quantique de phase loin de la résonance mécanique et bruit quantique de pression de radiation autour de la fréquence de résonance mécanique. Si cette source laser, on l'utilise pour faire de la lumière comprimée en amplitude et qu'on envoie ça dans la cavité, on a le spectre bleu. Donc, alors bon, on ne voit pas, mais le pic bleu, il est 6 dB, je crois, en dessous du pic noir. Mais par contre, comme on a diminué le bruit quantique de pression de radiation, on a augmenté le bruit quantique de phase. Donc, du coup, les pieds de la courbe sont plus hauts que pour la courbe noire. Et si on prend cette lumière comprimée indépendante de la fréquence, qu'on l'envoie dans une cavité de rotation pour faire cette fois du squeezing dépendant de la fréquence, on peut envisager de gagner sur les deux, et donc on a la courbe violette. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le statut de cette expérience, c'est que la source de lumière comprimée indépendante de la fréquence, ça marche maintenant assez bien. On est en train de régler un peu les histoires de cavité de rotation, parce qu'en fait cette cavité de rotation au début elle était optimisée pour le fameux pilier en quartz, qui était entre 3 et 4 mégas. Et qui n'avait pas du tout les mêmes chiffres, enfin, bon, donc du coup il faut changer pas mal de trucs. Et voilà, juste pour finir, je vous montre la nouvelle version de la membrane. Donc la membrane elle fait toujours quelques millimètres de côté carré. Et alors pourquoi est-ce qu'on a un facteur de qualité mécanique incroyable, de l'ordre à basse température supérieure à 10 puissance 8? Tout simplement parce qu'en fait, le mode de vibration qu'on utilise, c'est un mode de vibration, vous voyez, on l'a mesuré, il est caractérisé ici, qui est vraiment juste pour le défaut central. Et ça, tout autour, on a un cristal phononique. Et ce cristal phononique, vous avez un spectre ici, il a un band gap qui est centré, enfin disons qui est centré sur la fréquence de résonance de ce truc-là. Donc c'est-à-dire que les vibrations mécaniques du défaut central, en fait, ne se propagent pas du tout dans le cristal phononique. Donc du coup, l'intérêt, et ça c'est quand même pratique en optique, au bord, on peut vraiment serrer comme des malades pour avoir quelque chose qui est stable à basse fréquence, sans dégrader, quoi. Alors là, vous avez, bon, c'est juste 1 million, mais parce que c'est à haute température. Mais on sait que si on observe ça à la température, on a déjà observé sur d'autres échantillons, on va avoir effectivement quelque chose de l'ordre de 10 puissance 8. Pour faire. Pardon ? C'est plus le thème. Non, c'est le C2Z. Non, ça c'est fait maintenant, c'est fait chez nous. C'est fait en salle blanche, entre salle blanche à l'ENS. Il y a pas mal d'équipes qui font l'information quantique avec des résonateurs et voilà. On a profité de cette salle blanche. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est que les interférences gravitationnelles, donc c'est une des premières applications, alors pratique, il faut mettre des guillemets à pratique, mais des états comprimés. Et bon, et c'est pas étonnant parce qu'en fait, quand on reprend les articles historiques qui parlaient des états comprimés, ça a toujours été une motivation, qui paraissait très très loin dans les années 70 ou au début des années 80, mais dans les premiers papiers, il y a clairement marqué onde gravitationnelle. Et alors, il y a eu des progrès considérables depuis 2004, notamment les dB. Jusqu'en 2004, il y avait quand même beaucoup d'expériences qui étaient autour de 4-5 dB, des choses comme ça. Mais c'est surtout que jusqu'en 2004, c'était plutôt à haute fréquence. Les premières manips, c'était au mégahertz, on faisait du squeezing. Jusqu'en 2004, ça descendait gentiment jusqu'à 100 kHz, voilà.
Et maintenant, en fait, il y a 15 dB à 1064 nanomètres et bientôt à 1550 parce qu'il y a des projets de faire des interféromètres gravitationnels avec la lumière à 1550, jusqu'à 0,1 Hz, quoi. Donc, donc le squeezing dépendant de la fréquence, donc c'est implémenté dans l'iWave Virgo et ça devrait donc reprendre à la fin de l'année, et c'est quand même pour l'instant encore principalement limité par les pertes optiques. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas beaucoup d'efforts faits sur l'OPO lui-même. L'OPO maintenant il fait 15 dB et avant qu'on soit limité par ces 15 dB, on a quand même pas mal d'années devant nous. Et pour vous donner une idée, donc Einstein Telescope, donc Virgo, ça va fonctionner à la fin de l'année. Après il y a de nouveau un programme qui s'appelle O5 pour 2025-2027. Après il y a un post-O5 pour autour de 2030. Et pour l'horizon 2035, il y a un projet de faire un détecteur qui s'appelle Einstein Telescope. Un européen, puis il y a l'équivalent américain. Et alors là, en fait, c'est une approche différente. En fait, ce qui est problématique, c'est de résoudre les problèmes à la fois à haute fréquence et à basse fréquence. L'idée, c'est de faire deux interféromètres, un optimisé à basse fréquence et un optimisé à haute fréquence. Et notamment en termes de bruit quantique, c'est carrément pas les mêmes bruits. Et on voit qu'à haute fréquence, on a intérêt à augmenter la puissance, comme ça on diminue le bruit quantique de phase. À basse fréquence, on a intérêt à diminuer, enfin à pas avoir trop de puissance. Et en fait, E.T., ça va être dans un triangle. Et l'idée, c'est de faire en fait 3 couples d'interféromètres dans les bras du triangle, en utilisant au maximum pour avoir, voilà, pour améliorer la réponse. Voilà. Voilà, je sais même plus si non, j'ai fini. Ça sera implanté où ça Alors c'est pas encore décidé. Donc le Einstein Telescope c'est européen. Les sites qui sont pas mal discutés, c'est soit la Sardaigne, soit c'est les Pays-Bas, pas loin de l'Allemagne, enfin dans la zone Pays-Bas, Allemagne, pas très loin du Luxembourg, par là. C'est un peu les deux sites. Voilà, c'est un peu les deux sites en jeu, je crois. Voilà, mais c'est bon. Là, on en est vraiment encore à des idées un peu. Bon, je crois que l'idée, c'est d'arriver à un document. C'est une collaboration maintenant. Pendant longtemps, Einstein Telescope, c'était un truc. Je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc un peu informel. Ouais. Maintenant, c'est vraiment structuré comme une collaboration. Le CNRS nous a demandé explicitement de rentrer dedans. Voilà. Et bien, j'ai fini. Merci. Okay.